bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus si nombreux pour participer à cette table ronde. On va commencer sans plus tarder pour ne pas engranger trop de retard et porter préjudice aux tables rondes suivantes. Je suis très heureuse d'animer cet échange sur un sujet qui me tient à cœur, celui de l'éco-anxiété. Pour en parler aujourd'hui, sont avec moi Anne-Catherine Lanchou, qui est médecin, Pierre-Éric Sutter, psychologue, et Tanguy Descamps, qui est conférencier et auteur. Je vais vous laisser vous présenter. Vous avez 1 minute pour vous présenter et nous dire l'essentiel, et ensuite on débutera la table ronde. Non. Allô ? Oui. Je suis très honorée d'être là avec des spécialistes et conférenciers sur l'éco-anxiété. Qui je suis ? Je suis pas mal de choses comme nous tous. D'abord une maman de 4 enfants qui sont maintenant des adultes, des jeunes adultes et des adolescents. Je suis aussi médecin, ORL. J'ai arrêté de travailler il y a déjà plusieurs années pour pouvoir mettre à profit ce temps pour faire des projets. Donc j'étais artiste peintre quelque temps. Ensuite, je suis engagée bénévole dans des associations humanitaires pour accueillir les réfugiés qui fuient la guerre. Je suis très intéressée par la méditation de pleine conscience que je pratique depuis de nombreuses années et j'ai eu la chance de participer à un diplôme avec un neuroscientifique, Antoine Lutz, qui fait des études sur l'impact de la méditation sur la santé. Et je poursuis dans cette voie pour l'enseignement de la méditation de pleine conscience et la compassion. Voilà. Merci Anne-Catherine. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous ce midi. Donc moi c'est Pierre-Éric Sutter, je suis psychologue, psychothérapeute, psychologue du travail et psychologue clinicien du coup, parce que j'ai commencé par m'intéresser à la souffrance au travail et de fil en aiguille, j'ai glissé vers l'éco-anxiété. Enfin c'est plutôt les patients qui sont venus me chercher en me disant voilà, notamment ma première patiente, je me souviens, elle avait dit un truc qui m'a frappé, peut-être qu'on en reparlera. Non seulement je subis l'effondrement intérieur du burn-out, mais je dois aussi subir l'effondrement du monde. Quand elle m'a dit ça, j'ai regardé par la fenêtre parce que j'étais pas encore bien au courant des choses. Je voyais pas le monde s'effondrer, puis elle m'a expliqué, elle m'a fait lire un petit livre qui a bouleversé ma vie, qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer ». Et depuis, ma cause à moi, mon éco-projet, c'est d'aider les éco-anxieux à retrouver la paix intérieure via un éco-projet sur la base et sur la foi d'une phrase qui m'a marqué à vie, qui est celle de Saint-Exupéry. Seule l'action nous délivre de la mort. Alors, beaucoup la mort symbolique, mais les éco-anxieux parlent beaucoup de la mort des espèces. Ils sont obsédés quelque part par la mort, ils ont bien raison d'ailleurs. Et donc ils se projettent dans l'avenir vers des projections parfois un peu anxiogènes sur l'éventuelle fin de l'humanité, mais on va voir qu'il y a une espérance possible. Enfin, j'espère que j'arriverai à faire passer le message. Je suis aussi, je dirige plusieurs observatoires, dont l'observatoire de l'éco-anxiété qui permet de donner un regard objectivé sur l'état des lieux de l'éco-anxiété en France. Aujourd'hui, on est les premiers, je crois, à pouvoir mesurer l'éco-anxiété. Je vous ferai éventuellement part des résultats qu'on a eus. Et puis, on a fait une petite étude, et je remercie les quelques 165 répondants, peut-être qu'il y en a dans la salle, qui ont bien voulu faire une petite étude, et je vous donnerai quelques éléments, comme ça, de ce qui ressort de cette étude. Voilà, je suis aussi enseignant, puis j'écris des livres, et puis je suis aussi artiste à mes heures, parce que j'ai composé un requiem qui s'appelle le Requiem pour les temps futurs, pour faire une provocation à dire qu'une espérance est nécessaire si on continue, pour éviter de continuer de faire des bêtises comme on le fait aujourd'hui avec le consumérisme, enfin les excès du consumérisme. J'y reviendrai peut-être aussi. Merci. Merci Pierre-Éric. Bonjour à toutes et tous, moi c'est Tanguy Descamps, j'ai 27 ans, je suis un petit peu plus âgé que la plupart d'entre vous, mais pas beaucoup. J'ai terminé mes études il y a 5 ans, donc moi j'ai étudié en sciences politiques, sociologie, et j'étais complètement paumé à la fin de mes études, parce que je me suis pris une grande claque, qui était cette claque de la prise de conscience écologique, qui m'a amené à m'engager dans un collectif qui s'appelle La Bascule, et donc en fait le fait de rentrer dans un collectif, ça m'a permis de sortir de cette solitude, et on pourra en reparler après sûrement. Et ces dernières années, j'ai eu différentes expériences professionnelles. J'ai travaillé en collectivité locale sur la question de l'alimentation.
Et puis, j'ai participé à la coordination d'un livre qui s'appelle « Basculons dans un monde vivable », où on a demandé à plein de jeunes et moins jeunes de raconter l'histoire de leur engagement, par quelles étapes est-ce qu'ils et elles sont passés. Et là, prochainement, je suis également co-auteur d'un livre à venir sur la question de l'éco-anxiété, de l'éco-lucidité, avec un regard qui n'est pas scientifique, parce que je ne suis pas expert du sujet, comme peut l'être par exemple Pierrick à travers sa formation de psychologue, mais en tant que citoyen engagé qui est amené à être activiste sur ces sujets-là et puis à rencontrer tout un continuum d'émotions liées aux crises écologiques. Merci Tanguy. À mon tour de me présenter, donc je m'appelle Jeanne Kless. Je suis l'hôte d'un podcast engagé que j'ai créé en 2017 qui s'appelle Basilic. Et chaque semaine, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain, donc des jeunes comme vous, mais des moins jeunes aussi. Et vous vous en doutez, mais au fil des épisodes, j'ai eu l'occasion de parler beaucoup d'éco-anxiété, aussi bien avec mes auditeurs qu'avec mes invités. Donc c'était vraiment très important pour moi de modérer cette table ronde aujourd'hui. Et je vous propose qu'on commence sans plus tarder avec vous, Anne-Catherine, et qu'on revienne sur votre parcours et sur la définition de ce que vous pourriez donner à l'éco-anxiété au regard de ce que vous avez traversé. Alors, je trouve que le mot éco-anxiété, c'est assez limitatif au niveau des émotions qu'on peut ressentir quand on se rend compte de vers où va l'humanité si elle continue telle qu'elle. Moi, j'ai vraiment vécu des sensations, en effet, des émotions très désagréables, mais aussi des émotions agréables dans ce cheminement, et c'est surtout celle-là que je retiens. Je ne vais pas parler d'émotions positives ou négatives, parce que le message aussi que je veux faire passer, c'est que toutes les émotions sont extrêmement importantes à vivre et il faut savoir les écouter. Donc si on commence par les émotions très désagréables, puisque c'est celles qui sont arrivées un peu comme un uppercut ce matin d'août 2018, quand j'étais en train d'écouter en direct la démission d'un ministre de l'écologie, et j'étais prise de très forte empathie pour les émotions qu'il pouvait exprimer, beaucoup d'accablement, de colère, de tristesse, de sentiment d'injustice, d'impuissance. Après, je suis partie dans une frénésie de rechercher des informations. Je voulais tout comprendre, je voulais tout savoir sur tous les sujets, l'impact carbone, les déchets, la pollution, la biodiversité, enfin bref. Là, ça m'a fait vivre un moment assez difficile, parce que tout ce que je vivais, toute ma vie, je la voyais à travers des lunettes que j'avais posées, il y avait la crise écologique derrière ces lunettes. Donc tout était interprété de cette façon-là. Et j'avais un peu honte de ce que l'humain était capable de faire en toute impunité. Je me suis sentie aussi à ce moment-là assez... j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'injustice. Je trouvais ça très difficile de porter un peu le fardeau des connaissances toute seule, ou pas. Oui, j'étais toute seule à ce moment-là. Et de me rendre compte qu'il y avait encore beaucoup de gens qui étaient totalement inconscients. Et moi, je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. Je me suis un peu sentie coupable, mais pas très longtemps. C'est vite devenu de la responsabilité. Je me suis imaginé mes petits-enfants qui me disaient « Mais toi, tu as fait quoi quand tu as su ?» Et j'avais vraiment envie de leur répondre. Quand j'ai su, j'ai décidé d'agir, et j'ai décidé de faire quelque chose de bien, d'utile. Et voilà, ça m'a permis de me sentir plutôt responsable. Ensuite, je dirais qu'à cette période-là, c'était surtout de la colère et un sentiment de solitude. J'avais de la colère vis-à-vis de moi, j'avais de la colère vis-à-vis de la société, du gouvernement, de mon entourage. J'étais en colère face à ceux qui comprenaient rien, à ceux qui comprenaient mais qui voulaient rien changer. J'étais en colère avec mes enfants qui avaient du mal un peu à m'écouter, à mes parents qui avaient un peu de mal aussi à me comprendre. Et cette colère, en fin de compte, elle ne m'a pas du tout paralysée. Elle m'a plutôt poussée à rentrer dans l'action. Et très vite, j'ai mis en place plein d'actions à la maison. Alors, on est passé en famille zéro déchet, on est devenu végétarien, on s'est lancé dans le défi rien de neuf. Enfin bon, tout y est passé, domaine par domaine.
Et puis, la conséquence, c'est que j'étais un petit peu seule, puisque je commençais à avoir un petit peu de mal à voir les amis. Leur mode de vie me plaisait plus trop. Et puis, j'étais seule aussi parce que j'avais le sentiment d'être incomprise. Donc, je sentais qu'on me trouvait trop extrême, trop pressée, trop intransigeante. Et c'est vrai que j'étais tout ça. Mais moi, je voyais l'urgence de la situation. Voilà, ça c'est un petit tour des émotions négatives. Désagréables, j'ai dit. Je me suis rendu compte aussi à ce moment-là que j'avais beaucoup de chance parce que j'avais mon mari qui était très soutenant, qui acceptait toutes les informations assez anxiogènes que j'apportais à la maison, qui acceptait toutes les transformations, qui m'a beaucoup aidée. Et il m'a fait comprendre que c'est pas en étant en colère, à juger les autres et à leur montrer leurs incohérences que j'arriverais à convaincre, et qu'il fallait essayer de réapporter dans la famille de la légèreté, de la gaieté, du lâcher-prise, et qu'on allait être plus convaincant en étant une famille gaie et engagée. Donc ça m'a fait voir les choses un petit peu différemment. J'ai réalisé que je prenais beaucoup de plaisir à m'occuper de mon compost, de mon jardin, à trouver des idées, à inventer comment faire des sashiko pour réparer mes jeans, comment raccommoder, comment réparer l'électroménager plutôt que de le changer. Donc je me suis dit, après tout, je m'adapte. Je m'adapte avec créativité, avec inventivité, et ça m'a donné de la gratitude pour ce que j'étais capable de faire. Je me suis aussi à un certain moment engagée, on en reparlera plus tard. Là, j'ai trouvé ça extrêmement important d'être avec des gens qui pensent comme nous, qui ont la même prise de conscience. Ça permet de mettre ces émotions sur la table et ça permet de partager quelque chose. On est vraiment dans l'entraide, on est vraiment dans la compréhension, et à cette période-là, ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça permet aussi de se retourner vers ceux qu'on a du mal à voir et pourtant qui sont extrêmement importants au niveau des liens. Les proches, on en a tous besoin. Ce sont des liens d'amour qui doivent être plus forts que l'écologie. Et de savoir qu'il y avait le groupe des engagés qui me comprenait, ça me permettait de parler d'autres choses à la maison, de parler d'autres choses avec mes parents, mes amis proches. Et du coup, ça permet de renouer des liens particulièrement importants. La troisième chose que je voulais vraiment dire, c'est qu'au final, cette éco-anxiété m'a apporté beaucoup de liberté de penser et beaucoup de liberté pour agir. Et ça, c'est beaucoup de joie. Donc, comme je vous ai dit, je pratique la méditation de pleine conscience depuis longtemps. Et ça m'a aidé à prendre du recul, à me rendre compte du conditionnement de la société de consommation, de me rendre compte, de remettre en question mes comportements. Et j'ai pu voir comment j'étais engluée dans des schémas de fonctionnement, dans une image sociale, dans des injonctions de consommation. Et puis d'en prendre conscience, ça permet de se dire, mais je peux les mettre à distance, ces conditionnements-là, je peux peut-être trouver une autre solution en fin de compte de consommer et de vivre. Et ça permettait de rentrer dans la sobriété, mais sans que ça soit absolument une frustration, ni un renoncement. C'était vraiment une liberté de me dire, j'ai vu comment j'étais embarquée. Maintenant, c'était presque une désobéissance face à la consommation, d'avoir cette liberté de choisir. Et ça m'a apporté beaucoup de joie. Je pense que c'est ça que j'ai envie de transmettre. C'est pour ça que j'ai fait l'atelier d'éco-anxiété hier. C'est pour ça que je suis ici. Et maintenant, c'est là-dessus que je base mes futurs projets pour transmettre cette chance, en fin de compte, d'avoir eu conscience, d'être lucide. Merci Anne-Catherine pour ce témoignage. Ce qui en ressort, c'est que ça a été un long chemin, un long processus, qu'il t'a fallu aussi accepter certaines émotions désagréables, pour ne pas utiliser le mot négative. Tanguy, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette notion, dans ces sentiments de colère, de solitude, d'incompréhension ? Est-ce que vous avez aussi ressenti ça quand vous avez senti poindre l'éco-anxiété ? Alors moi, je pense que j'ai vécu un épisode effectivement d'éco-anxiété, d'éco-colère assez fort
à peu près au même moment, 2018-2019, avec une forte prise de conscience liée aux crises écologiques. Mais je n'ai pas mis ce mot-là directement dessus. C'est seulement après coup où je me suis dit il est possible que là, j'ai vécu quelque chose qui ressemble peut-être à une petite déprime écologique ou une forme d'éco-anxiété, dont je suis sorti après m'être énormément informé grâce au collectif. En fait, j'étais dans un autre pays, assez seul face à cette prise de conscience, et j'ai vu l'opportunité de m'engager en collectif. Et là, vraiment, le premier soulagement pour moi, ça a été de me rendre compte qu'il y avait d'autres personnes, notamment d'autres jeunes, qui avaient les mêmes références que moi, c'est-à-dire qui avaient vu les mêmes conférences que moi, qui savaient ce que voulait dire le GIEC ou ce que voulait dire l'IPBES, la plateforme internationale sur la biodiversité. Et ne serait-ce que de se reconnaître dans des références communes, ça fait un bien fou. Ne serait-ce que de pouvoir en parler. Je pense que moi, j'avais aussi une pudeur. Alors, j'ai la chance d'être assez bien entouré par ma famille et mes amis pour avoir pu exprimer mes émotions et mes sentiments. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, dans la société, c'était un petit peu difficile pour moi de me dire en fait, je suis anxieux ou je suis en colère à cause de ça, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, c'était des émotions qui étaient normales et qui étaient partagées par potentiellement plein d'autres personnes, mais qui ne le disaient pas non plus. Et donc, cette question de l'éco-anxiété, moi, je pense avoir traversé effectivement des émotions. Je pense que je continue à traverser des émotions et il m'arrive de retomber assez logiquement dans des moments de colère ou d'anxiété face à ce qui se passe. Après, nous, ce qu'on a cherché à faire par rapport à cette question de l'anxiété, c'est deux choses. Déjà, dire que les émotions liées aux crises écologiques, elles sont très diverses et elles peuvent être, comme tu l'as dit, non désirables ou très joyeuses aussi une fois qu'on se retrouve en collectif et qu'on arrive à aller de l'avant. Et puis aussi, j'avais envie qu'on interroge le terme de éco-anxiété pour se dire qu'en fait, l'anxiété, bien sûr qu'elle est liée à l'idée qu'il puisse y avoir une sécheresse près de chez moi, qu'il puisse y avoir des inondations, mais je pense qu'elle est aussi liée, de mon point de vue en tout cas, et du point de vue de pas mal de jeunes qu'on a interviewés, du manque d'action politique à la hauteur des enjeux, et c'est pour ça qu'on a bien aimé, dans le petit livre qui va paraître, parler aussi de politico-anxiété, pour repolitiser un petit peu ce terme, ne pas le pathologiser en disant en fait c'est de la faute de chaque individu si vous êtes anxieux par rapport à ça. En fait, c'est un comportement qui est assez normal, assez lucide, face à l'état du monde tel qu'il va. Et donc, voilà, repolitiser le terme est un moyen ensuite d'aller vers des actions individuelles qui nous rendent plus joyeux, mais aussi des actions qui vont être plus politiques et plus questionnantes pour les pouvoirs, qu'ils soient économiques ou politiques. C'est très intéressant cette redéfinition du terme pour se libérer aussi de ce sentiment d'impuissance qui est fortement corrélé à l'éco-anxiété. J'aurais aimé qu'on approche la définition scientifique de l'éco-anxiété avec votre regard, Pierrick, pour savoir si aujourd'hui l'éco-anxiété est considérée comme une pathologie et où en sommes-nous ? Alors, je vais être très clair, l'éco-anxiété n'est pas une maladie, mais ça peut rendre malade. C'est un poil compliqué. Alors, pourquoi ce n'est pas une maladie ? Selon les scientifiques qui ont étudié le phénomène, il faut savoir qu'on l'étudie depuis 1997 quand même, donc on a 20-25 ans de recherche derrière nous, mais plus particulièrement les 10 dernières années qui sont beaucoup plus amplifiées du fait de la montée en croissance des phénomènes climatiques et des inquiétudes vis-à-vis des enjeux environnementaux. Les scientifiques ont commencé à se poser la question de voir s'il y avait des critères collectifs communs à tous les éco-anxieux. Ce qui est certain maintenant, et moi la définition que j'ai adoptée, parce que vous allez voir, en tant que praticien, on est paumé, parce que l'OMS n'a pas encore reconnu l'éco-anxiété et aucune éco-pathologie. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour les praticiens, c'est l'officine qui regroupe toutes les pathologies, qui permet à un praticien, un personnel de soins, d'aller se référer à un tableau clinique pour pouvoir dire est-ce que c'est bien ce que me dit le patient, c'est bien ce que l'état de l'art reconnaît. Par exemple, une dépression, il y a 10 critères. Si la personne me décrit des critères qui n'ont rien à voir avec la dépression, c'est que c'est autre chose. Et ben pour l'éco-anxiété et les écopathologies, il n'y a rien. Quand bien même, il y a déjà 25 ans de recherche. Mais il n'y a pas que dans ce domaine-là qu'il y a ce problème. Je vous ai parlé de burn-out tout à l'heure, ça n'est toujours pas reconnu non plus par l'OMS, depuis 45 ans de recherche. Donc vous voyez, ça met du temps à arriver. Donc ça veut dire que
quand on est praticien et qu'on a en face de soi, comme je vous le disais avec ma première patiente, quelqu'un qui se déclare éco-anxieux, on n'a rien pour évaluer, a priori, si elle l'est ou pas. Et ce que c'est, finalement. Alors moi, quand j'ai eu ma première patiente en 2016 qui m'a parlé d'éco-anxiété, j'ai été chercher et j'ai rien trouvé, à part, puisque je suis en contact avec des chercheurs dans le cadre de mes observatoires, des recherches scientifiques sur le sujet. Et c'est pour ça que j'ai créé l'observatoire. Alors d'abord des vécus du collapse, parce que c'était la collapsologie qui était très anxiogène et qui provoquait beaucoup l'éco-anxiété à l'époque où je vous ai dit, j'ai lu le livre Comment tout peut s'effondrer, qui fait ces constats. La collapsologie, c'est intéressant parce qu'elle a un discours où elle va regarder de façon transversale les silos de connaissances scientifiques. Et la collapsologie constatait déjà à l'époque que chaque science parle d'effondrement, de fin des temps, par exemple de la biodiversité, fin des temps du climat, fin des temps des ressources renouvelables ou non renouvelables. Et donc il y avait ce fil conducteur assez angoissant, puisque la fin des temps, ça veut dire qu'on va connaître une nouvelle ère ou peut-être rien du tout. Voilà. Et donc je cherchais et je ne trouvais rien. Et donc petit à petit, je me suis dit, je vais fonder un observatoire, l'observatoire des vécus du collapse, puis l'observatoire de l'éco-anxiété, pour mesurer ce phénomène, parce que quand même, dans ma patientèle, affluait de plus en plus de patients qui se réclamaient de l'éco-anxiété, d'être éco-anxieux. Et je vous la fais courte, mais l'état des lieux des recherches aboutit à une définition qui paraît simple, mais qui en dit beaucoup. C'est un arbre qui cache une forêt de connaissances dont je vais essayer de vous parler, mais sans vous ennuyer. Donc la définition, elle est assez simple, c'est une détresse psychologique face aux enjeux environnementaux. Alors il faut savoir ce que c'est qu'une détresse psychologique. Une détresse psychologique, c'est ce qu'on appelle vulgairement le mal-être. Et le mal-être, c'est une catégorie de la santé mentale qui se situe entre la santé mentale positive, quand vous allez très bien, vous n'avez rien, et de l'autre côté, de l'autre côté du continuum, les maladies psychiatriques ou les psychopathologies, où là, il faut parfois vous enfermer en hôpital psychiatrique. Voilà, d'accord ? Le mal-être, c'est entre les deux. Et donc, le problème du mal-être, c'est que soit on arrive à faire revenir la personne, et c'est tout le rôle des psychologues d'ailleurs, du travail ou clinicien d'ailleurs, en fonction de l'environnement dans lequel il se situe, tout le rôle du psychologue, c'est de faire venir la personne en mal-être vers la santé mentale positive. Et que donc, quelle que soit la cause du mal-être, en l'occurrence l'éco-anxiété, ne la fait pas basculer, glisser, si elle se chronicise ou elle s'intensifie, vers une psychopathologie. Et en général, ce que constatent les chercheurs, c'est quand on laisse perdurer ce malade qu'est l'éco-anxiété et s'intensifier, on a deux types de pathologies qui apparaissent, et j'ai eu des patients qui ont vécu ça. Un trouble anxieux généralisé, parce que quand même dans éco-anxiété, il y a le mot anxiété, on va revenir là-dessus, c'est important, ou une dépression réactionnelle. C'est-à-dire qu'on peut sombrer, si on laisse perdurer et s'intensifier l'éco-anxiété, vers ce genre de trouble, ce genre de maladie. C'est pour ça que ça n'est pas une maladie, d'accord ? Mais ça peut rendre malade. Donc, c'est important que je vous dise ça, parce que certains confondent l'éco-anxiété avec une idéologie. Ça n'a rien à voir. Quand bien même, on peut évidemment avoir un engagement, on y reviendra. Ça, c'est important, parce que c'est une des voies de sortie de l'éco-anxiété, c'est de s'engager dans l'action. Après, chacun doit choisir une action qui lui ressemble, et pas qui ressemble à quelque chose d'extérieur à lui. On y reviendra peut-être. Donc voilà. Donc la définition la plus simple à retenir, c'est une détresse, alors ils disent mentale et psychique, mais c'est une détresse psychologique, face à des enjeux environnementaux. Et dedans, ils ont documenté, c'est ça qui est très important, un référentiel, ce qui nous permet, nous, praticiens, d'avoir des points de repère. Vous avez 4 familles de symptômes. Des symptômes cognitifs, essentiellement des ruminations. Alors, des ruminations en psychologie, ça veut dire quoi ? C'est penser en permanence à des problèmes et des idées noires, avoir des idées noires autour de ces problèmes. Donc, évidemment, vous imaginez bien ce que c'est les idées noires autour, ce qui a été dit par les deux intervenants, autour des phénomènes climatiques et environnementaux. Ensuite, vous avez des symptômes affectifs. Et là, tout s'articule d'abord autour de la peur, au sens générique. Et c'est pour ça qu'on parle d'anxiété, parce que l'anxiété sont des préoccupations, des manifestations de peur et de projection dans l'avenir négatives. D'accord ? Quand on a compris avec les rapports du GIEC que si on continue à abîmer la Terre comme on le fait, ben on va avoir beaucoup plus de mal à bien respirer, on l'a vu avec le Covid, à bien boire, avec les sécheresses, on commence à le voir, et à bien manger, parce que s'il n'y a plus d'eau, on va avoir du mal à cultiver les champs. Donc ça, clairement, c'est là où les éco-anxieux, il ne s'agit pas de psychologiser l'éco-anxiété comme le disait mon voisin, c'est que ça part sur des faits rationnels, contrairement à un trouble anxieux, qui est complètement irrationnel. Donc l'éco-anxiété n'est pas un trouble anxieux, c'est un faux ami. C'est à ne pas confondre avec ce trouble-là qui est une maladie, même si ça peut rendre anxieux.
Donc voilà, ça c'est important. C'est la deuxième catégorie de symptômes, c'est donc des symptômes affectifs qui tournent autour des peurs. Troisième catégorie de symptômes, les symptômes comportementaux, et quand on commence à les voir apparaître, ça veut dire qu'on commence à devenir malade, donc il faut faire attention. Ça empêche de dormir, forcément, à force de ruminer les mauvaises idées, des idées négatives, anxiogènes, on dort moins bien. Ça isole, comme ça a été dit, c'est-à-dire qu'à force d'en parler, et d'en parler à son entourage, sa famille, ses amis, ses collègues de travail, si on en a, ou de fac, et qu'ils ne le sont pas, eux, au bout d'un moment, ils en ont marre d'entendre les co-anxieux parler de ces problèmes-là. Et il y a ce que j'appelle le syndrome du Cassandre ou du Khmer vert. C'est-à-dire qu'ils sont traités de Khmer vert, en fait, les éco-anxieux, à force de parler de ces problèmes-là, parce qu'ils voient l'alerte et l'urgence que les autres ne semblent pas vouloir voir. Il y a deux catégories d'autres, si j'ose dire, c'est les éco-myopes, qui minimisent les enjeux, qui les connaissent, mais qui les minimisent, et les éco-sceptiques, qui ne veulent pas les voir. Les dénialistes, comme on dit maintenant. Donc vous voyez, quand ils sont face à ces gens-là, ils sont d'autant plus isolés. Et qui sont minoritaires face à ces gens-là, d'où l'importance de se regrouper. Ça, c'est très important, c'est un très bon médicament contre l'éco-anxiété. Ils sont donc isolés par les autres. Et ils vont avoir moins d'efficacité au travail, forcément, parce que les autres n'ont pas envie de travailler avec eux, surtout quand c'est au boulot. Et quatrième catégorie de symptômes, c'est ce qu'on appelle des symptômes conatifs. Alors c'est un gros mot pour dire la perception qu'a l'éco-anxieux de son action vis-à-vis de l'environnement, ou de l'action en général vis-à-vis de l'environnement. Ça a été dit aussi par mon voisin de gauche. C'est que l'éco-anxieux a toujours l'impression de ne pas en faire assez pour la planète. Et surtout, il voit que tout le monde, politique, consumériste, sociétal, en fait encore moins que lui. Et il se rend bien compte que les petits éco-gestes qui sont préconisés, notamment, je me souviens d'un discours d'Olivier Véran qui en parlait, pour lutter contre le climat, ils se disent, non mais c'était il y a 20 ans qu'on disait déjà ça, ça sert à rien. C'est pas avec ça qu'on va arriver à lutter. Alors par contre, c'est mes éco-anxieux qui me le disent, ils sont très contents d'avoir entendu parler de la planification écologique. Ça montre qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Alors c'est peut-être pas encore suffisamment, mais ça change. Donc ça, c'est le contenu de l'éco-anxiété. Puis il y a une dynamique qui a très très bien été montrée par ma voisine de droite, c'est que il y a une sorte d'entrée en éco-anxiété qui nous fait aller vers ce que j'appelle la vallée de la mort. J'ai décrit le processus dans mon dernier ouvrage « Bien vivre son éco-anxiété ». Et il y a 3 étapes préalables. C'est 1, l'ingestion d'informations anxiogènes qui vont créer ce que j'ai appelé les ruminations. 2, ça va susciter un éco-stress très fort, parce qu'en prenant connaissance de ces informations, on va découvrir des stresseurs écologiques que Dame Nature nous a pas appris à gérer, comme par exemple la fonte de la banquise. Tout seul, avec ses petits bras musclés, on ne va pas y arriver. La disparition de la biodiversité, c'est pareil, on ne sait pas faire. On n'a pas en nous les ressources pour faire face à ça. Alors que la mécanique du stress, qui est une mécanique naturelle et qu'on a tous en nous, nous permet de gérer des choses qui peuvent être anxiogènes, comme se faire écraser par un bus, par exemple, ou manquer de se faire écraser par un bus. Là, la nature a mis en nous ce qu'il faut pour faire un pas de côté, percevoir que le bus va arriver, quand bien même on ne le regarde pas, faire un pas de côté, reculer, donc laisser passer le bus, avoir la sensation de peur et réaliser par le préconscient qu'on a manqué de se faire écraser, et donc capitaliser sur cette information, et se dire la prochaine fois je ferai attention, je regarderai avant de traverser la rue. Mais face à la fonte de la banquise, on n'a pas la ressource, tout seul en tout cas. Et enfin, ça a été très bien dit ici par ma voisine, c'est affronter la doxa. La doxa, c'est quoi? C'est la bien-pensance d'une époque, et notamment la doxa consumériste qui nous dit tout le temps consommer, consommer, consommer via la pub, etc. etc. Et là, l'éco-anxieux, il se trouve encore plus seul, parce qu'il se dit, mais en fait, j'ai beau prêcher ce que disent les scientifiques qui, a priori, sont ceux qui ont l'information la plus correcte, mais la société a l'air d'être dans une espèce de fable extraordinaire, où on est dans une croissance infinie, on nous vend une croissance infinie auquel on adhère tous, d'ailleurs, dans un monde fini. Parce que, on va y revenir justement. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'entrée du processus en éco-anxiété. Et donc, on arrive, une fois qu'on est arrivé dans cette descente, finalement, aux enfers, si j'ose dire, dans la vallée de la mort, et là, l'éco-anxieux, il a un peu l'impression d'être, et là, je parle des très fortement éco-anxieux, parce qu'il y a différents degrés d'éco-anxiété, ça c'est important, je vais vous redonner la parole, mais les très fortement éco-anxieux, ils ont l'impression d'être prisonniers dans la matrice et puis de trouver la sortie de secours. Et là, ils ont une grande angoisse de finitude, ce qu'on appelle une peur de la mort forte, et ils ne trouvent pas la porte de sortie, c'est à ce moment-là qu'ils viennent me voir. Je termine sur ce petit point. Ça fait une transition parfaite, on y reviendra juste après Pierrick, mais ça fait une transition parfaite avec la question qui me tenait vraiment à cœur, à savoir que l'éco-anxiété peut nous paralyser. Et justement, j'ai pas envie que vous ressortiez de cet échange en étant complètement paralysé, c'est pas l'idée.
On a ici des personnes qui ont su agir, qui ont su vaincre ou en tout cas surmonter cette éco-anxiété. Tanguy, est-ce que vous avez quelques ressources à partager pour vaincre la paralysie que peut engendrer l'éco-anxiété, comme l'a expliqué Pierrick? Alors moi j'aime bien citer un philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot et qui dit que la crise écologique c'est une crise de la sensibilité. C'est le fait qu'on se soit désensibilisé par rapport à notamment au vivant, aux mécaniques du vivant. Et en fait il y a une technique ou un changement de philosophie qui est de dire comment est-ce que je porte mon attention sur des choses qui me font plaisir, qui me font du bien et que je trouve belles. Et c'est vrai que dans le rapport qu'on peut avoir avec soi-même, avec les autres, dans une discussion, ou même avec le vivant lors d'une balade en forêt ou dans une balade le long de la plage, par exemple, à travers l'émerveillement, à travers la contemplation, on peut aussi énormément se nourrir de la beauté du monde qu'on défend, en fait, au fond. C'est-à-dire que dans l'anxiété, il y a la peur de perdre quelque chose qu'on aime. Et donc, en reconnaissant les choses qu'on aime et en mettant de la conscience sur le fait qu'on les aime, ça va nous aider à aller de l'avant. Et en fait, pour moi, dans les actions qu'il faut mener, il faut trouver une forme d'équilibre entre l'exigence et la tolérance, que ça soit individuel ou collectif. C'est-à-dire qu'effectivement, les crises écologiques sont tellement grandes que toutes les actions qu'on va pouvoir faire, on va toujours pouvoir se dire c'est jamais assez. Et donc potentiellement, on va être dans une exigence énorme. Et de l'autre côté, il faut se souvenir qu'on ne porte pas le poids du monde sur ses épaules et donc réussir à avoir cette tolérance vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres aussi, pour essayer de garder un peu l'essentiel, le lien avec les autres et pas se couper des autres comme ça a été dit. Donc comment retrouver de la joie dans l'engagement une fois cette prise de conscience très lourde? Pour moi, ça passe par une meilleure compréhension de soi-même qui reste toujours un chemin et qui est toujours en cours, du style qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, qu'est-ce qui me rend joyeux, qu'est-ce qui à la fin de la journée me fait que je me dis là j'ai passé une bonne journée, j'ai l'impression d'avoir apporté une petite graine au monde qui pourra semer. Et puis aussi ça se fait en parallèle d'une prise de conscience plus générale de qu'est-ce qui a du sens en fait. Par exemple, s'inscrire dans la théorie du donut à travers les activités que vous allez mener, par exemple dans l'emploi que vous aurez plus tard, ça peut être quelque chose d'utile. La théorie du donut, c'est quelque chose qui nous dit on essaye de ne pas dépasser les limites planétaires tout en répondant à un besoin essentiel, comme par exemple l'alimentation, le soin qui est porté aux autres, l'accès à l'eau pour tout le monde. S'inscrire là-dedans en le faisant en collectif, en partageant des moments de convivialité, ça c'est quelque chose au final qui rend énormément vivant. Et souvent, quand on me pose la question sur comment j'ai vécu ma crise écologique, au final, la prise de conscience que j'ai eue, ça a aussi été un questionnement sur quel est le sens de la vie, qui est une question que, je pense, tous les humains ou beaucoup d'humains se sont posés depuis que notre espèce existe. Et donc ça amène aussi à aller creuser vers, au fond, qu'est-ce qui me fait vibrer? Quels sont les rêves que j'ai envie de poursuivre dans la vie? Et là, il s'agit simplement de réinscrire ces rêves dans le respect des limites planétaires, en se disant, pas je vais renoncer à mes rêves, mais je vais devenir comédien, ou je vais devenir entrepreneur, ou je vais devenir fonctionnaire, mais à travers quelque chose qui sera respectueux des limites planétaires et qui répondra à un besoin essentiel. Donc pour moi, c'est vraiment une question d'attention et de manière dont on regarde le monde qui permet ensuite de se réorienter. Et bien évidemment, ça doit être accompagné par des mesures structurelles pour faire en sorte que ça ne soit pas seulement quelque chose qu'on imagine dans notre tête, mais qu'on puisse très concrètement le faire. Et je parle beaucoup, mais je ne sais pas si on reviendra sur ces sujets-là, mais les deux grands freins aujourd'hui à la bascule et à l'engagement de toute la société, ça va être le frein financier et le frein du prestige social aussi. Faisons en sorte que tous les métiers de la transition permettent à ceux qui se lancent là-dedans de subvenir à leurs besoins et puis d'avoir aussi un minimum de reconnaissance dans la société, que être réparateur de vélo, infirmier, auxiliaire de vie, qui sont des métiers essentiels, ça soit quelque chose qui est super stylé, et beaucoup plus stylé que de bosser dans une grande boîte du CAC 40, dans une tour à la Défense, où en fait on a un bullshit job et on gagne très bien sa vie. Voilà. Je suis peut-être parti un peu dans tous les sens, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la ferveur, elle est de notre côté. Et il y a une force énorme à comprendre que le monde de demain, potentiellement, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous ici dans cette salle, peut participer
à le faire advenir. Et ça, c'est super fort, en fait, comme énergie. Merci Tanguy. Anne-Catherine, est-ce que tu voulais rebondir ? D'une façon plus simple, alors je suis complètement d'accord avec toi. Par rapport à mon histoire, moi je trouve que quand on est face à cette énorme montagne de choses qu'il faut faire, on aurait tendance à avoir un peu les bras qui tombent. Et je crois qu'il y a 3 niveaux d'action. Il y a vraiment l'action individuelle, l'action collective, et ensuite se connaître soi-même, ce que tu disais. L'action individuelle, le gros avantage, c'est qu'on peut le faire tout de suite. On voit des effets immédiats, même s'ils n'ont pas beaucoup d'impact. Ça fait déjà beaucoup de bien de se rendre compte qu'on arrive à beaucoup moins consommer, à se déplacer autrement. Ce sont des petits gestes, mais qui font du bien, et on se voit, ok, c'est individuel, mais en ayant des actions individuelles, je peux agir collectivement. Donc il n'y a pas de petits gestes individuels. Devenir végétarien dans son assiette, mais ça a un impact sur les restaurants, ça peut avoir un impact sur la cantine, sur la restauration et tout ça. Donc chaque geste est important. Après, il y a un moment, on arrive à l'étape du chemin. Voilà, quand on gravit la montagne, je pense que les petits gestes, on peut considérer que c'est des petites marches petit à petit. Et puis ça permet, je voulais le dire aussi, c'est que ça permet aussi de prendre des chemins qu'on n'avait pas obligatoirement prévus. Et c'est là où, à nouveau, il y a le côté artistique ou créatif qui peut intervenir. Il y a plein de façons de monter une montagne, et chacun a sa façon à lui. Et ça, il faut tenir compte de son talent, voilà, pour faire ces actions-là. Ensuite, il y a un moment, on arrive à une étape, on se rend compte que nos petits gestes individuels, on a fait le maximum. Et je pense que c'est l'action collective qui va pouvoir être intéressante. Donc là, j'en ai déjà parlé. L'action collective, ça permet vraiment d'être en cohérence avec les nouvelles valeurs qu'on a, en cohérence, mais en agissant dans la société. C'est pas que chez moi. Donc ça peut avoir beaucoup plus d'impact. Et ça fait beaucoup de bien. J'en ai déjà parlé de l'engagement. Et puis, se connaître soi-même, donc c'est ce que tu disais, c'est-à-dire comprendre pourquoi je suis là sur la Terre, quel est mon objectif, quel est le but de tout ça. Certes, c'est clair que les scénarios font pas rêver, mais malgré tout, on a besoin de chacun pour prendre en compte la souffrance de tout ce qui peut arriver et créer un récit positif. Ce qu'on imagine, ça ne reste qu'une histoire qu'on se raconte, et on peut se raconter aussi un avenir qu'on peut décider. Donc pour ça, il faut comprendre comment on fonctionne en tant qu'être humain. Tout à fait. Pierrick, est-ce que vous vouliez compléter ce qu'on dit ? Oui, tout à fait. Moi, j'aimerais dire qu'il y a une étape préalable avant de se lancer dans l'action, c'est déjà de retrouver la paix intérieure. Alors quand on a été effrayé par la mort, évidemment, il faut d'abord faire la paix avec la mort. Et ce que je dis souvent à mes patients sur la foi de vieille philosophie qui parlait beaucoup de la mort, notamment les stoïciens, et qui s'entraînaient même à faire ce face-à-face avec la mort avec un exercice qui s'appelle le memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, je leur dis, mais si vous avez peur de la mort, c'est que vous êtes vivant, déjà. Ça, c'est bien. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut refonder, comment on peut sortir de la vallée de la mort et justement, quand on connaît le prix de la vie, on va vouloir se battre pour que cette vie elle continue, elle perdure. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez ce petit livre qui s'appelle on prend conscience, on vit sa deuxième vie quand on prend conscience qu'on n'en a qu'une. C'est une phrase bouddhiste qui montre que c'est très important de mourir à soi-même, à une certaine vie, à une vie d'avant, pour renaître à une vie pleine d'éveil et pleine de résonance, notamment, comme ça a été dit par mon voisin de gauche, pleine de résonance avec la nature, en fait. Parce que nous sommes dans la nature comme la nature est en nous. Donc il faut se relier et avoir ce devoir d'humilité de se relier avec la nature, hein, et de repartir sur ce dont la nature a besoin et dont nous avons besoin, puisque, comme le disent certains, par exemple, militants, qui disent « nous ne défendons pas la nature, c'est la nature qui se défend quand nous militons ». Ça, c'est très puissant parce que ça veut dire qu'on a un devoir d'humilité sur qu'est-ce qui est nécessaire pour sauver à la fois la nature qui nous entoure et notre propre nature, notre propre humanité. Donc voilà, donc on repart sur ça, sur d'une peur qui immobilise en fait. On essaie de la traduire, de la transformer en une peur qui mobilise. C'est un travail parfois un peu long avec certains patients parce qu'ils ont été fortement traumatisés par ce passage dans la vallée de la mort. Et donc c'est comme ça qu'on sort de la vallée de la mort. Et on va se focaliser sur ce qui dépend de soi et non pas ce qui ne dépend pas de soi. Ça, c'est un premier préalable pour retrouver la paix intérieure. Ça ne sert à rien
de se fâcher contre le diagnostic, en fait. Plus vite on accepte le diagnostic, plus vite on peut passer à autre chose et refuser le pronostic d'évolution négatif. Un peu comme les cancéreux, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les cancéreux qui montrent que la rémission d'un cancer est d'autant plus rapide, pour ceux qui s'en sortent, que le cancéreux a accepté le diagnostic et a donc arrêté de gaspiller des ressources à refuser le diagnostic. Et bien c'est pareil pour l'écologie. Arrêtons de gaspiller des ressources à déplorer le diagnostic, il est là. Okay, donc passons à autre chose, c'est le réel maintenant. Donc passons à autre chose pour transformer le réel en une action qui va pouvoir changer le cours de l'histoire de l'humanité telle qu'elle est arrivée là aujourd'hui avec les excès du consumérisme. Et donc, et là je vais rebondir sur ce qui a été dit par ma voisine de droite, pour moi il y a 3 niveaux d'action. L'action individuelle, ça a été dit, l'action collective aussi, mais il y a l'action sociétale. Et je voudrais vous raconter l'histoire de Felix Finkbeiner, pour ceux qui ne la connaissent pas. Felix Finkbeiner, c'est un jeune Allemand qui a une dizaine d'années. Il a été effrayé par la déforestation de la forêt amazonienne. Il est terrorisé. Voilà. Et il se dit, moi, quand je serai grand, pour compenser ça, je planterai 1 milliard d'arbres. Alors les adultes qui sont autour de lui le regardent, il est bien gentil le coco, mais il va retourner faire ses devoirs. Bon, il retourne faire ses devoirs, il en parle à son professeur qui lui est sensible et il lui dit écoute, ton projet il est sans doute viable et je vais t'aider à planter ton premier arbre. Et donc ils plantent dans la cour de l'école, c'est en Allemagne, il y a du vert partout là dans la cour, donc ils le font et je vais t'aider et on va t'aider avec tes petits camarades. Donc ce que tu peux faire au niveau individuel, comme vous disiez, on peut aussi le faire au niveau collectif et tu vas voir que collectivement on est beaucoup plus fort que tout seul. Comme le dit le proverbe africain, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et puis, ses parents qui apprennent cette histoire lui disent, tu sais ce qu'on va faire, on va créer une ONG pour t'aider à déployer ton projet. 4 ans après, donc il a 13 ans, et on le voit, et c'est Cyril Dion qui filme ça dans son documentaire, on le voit à la tribune de l'ONU en train de présenter son projet. Et 7 ans après, il avait planté 14 milliards d'arbres sur Terre. Alors il y a un taux de déchet de 15%, mais par rapport aux 1 milliard qu'il avait imaginé, il a multiplié par 14 son objectif. Et maintenant, il a la prétention, pour certains, en tout cas moi j'y crois, de planter 1000 milliards d'arbres d'ici la fin de sa vie, ce qui ferait 1/4 des arbres sur Terre. Donc vous voyez, ce qui paraît totalement impossible, lui il l'a fait. Je vous défie, tous, de pouvoir faire la même chose. Et je suis conscient que vous y arriverez, alors pas de faire la même chose comme Felix Finkbeiner, mais de faire quelque chose qui est à la mesure de vos propres sources. Mais ça sous-entend de retrouver la paix intérieure, de faire un travail sur vous-même, d'identifier ses ressources, vos compétences, vos appétences, pour que vous puissiez vous engager dans un éco-projet qui vous ressemble et qui n'est pas un éco-projet extérieur à vous. Il ne s'agit pas de copier Felix Finkbeiner, mais de faire quelque chose qui vous ressemble et qui vous rendra joyeux. Parce que la joie est essentielle pour retrouver un équilibre psychique, comme ça a été dit par mes 2 camarades. Merci beaucoup Pierrick, c'était très inspirant, j'espère que ça vous donne envie. Avant qu'on passe à un bref temps de questions-réponses, j'aimerais que vous nous partagiez une action qu'on peut toutes et tous mettre en place dès demain pour mieux vivre notre éco-anxiété et être plus alignés aussi avec les valeurs qu'on défend au quotidien. Anne-Catherine, allez-y. Chacun réfléchit à quelque chose qui lui tient très à cœur, une cause environnementale, je sais pas, les animaux, les déchets, la transmission. Et puis demain, il va regarder s'il peut trouver une association où il va pouvoir s'engager. Merci. Moi, j'aurais envie de vous répéter ce que m'avait dit une de mes patientes, qui avait un peu honte. Elle avait qu'un éco-geste et elle trouvait ça nul. Elle me disait, voilà, quand je prends ma douche le matin, c'est le seul truc que je fais, c'est que je sauve l'eau froide avant que l'eau devienne chaude. Et je lui dis, mais c'est vachement bien ce que vous faites. Elle me dit, mais pourquoi vous dites ça, c'est nul, je ne fais pas un truc comme Felix Finkbeiner, justement. Vous avez compté ce que ça fait sur une année, d'économiser 5 litres de flotte? On fait le calcul et ça fait 1,8 tonne. Parce que la flotte, elle la mettait sur ses fleurs, et ça évitait de retourner dans l'égout. Je lui dis, ben voilà, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et je suis sûr que vous tous dans la salle, vous avez tous des petits éco-gestes qui vous paraissent insignifiants. Vous les avez peut-être abandonnés parce que vous trouviez que sur le moment c'était petit. Mais si vous vous remettez dans une perspective d'une année, d'un mois, d'une année, de 10 ans, comme Felix Finkbeiner, en 10 ans, lui, il a planté 14 milliards d'arbres, vous pouvez économiser en 1 an 1,8 tonne de flotte. Eh bien, c'est déjà pas mal. Commençons par des petites choses pour en faire des grandes après. Vous engagez bien évidemment, mais je vais prendre aussi le contre-pied de ça pour dire qu'il faut faire s'engager et aussi ralentir. Prenez un moment dans votre journée pour reconnaître ce qu'il y a eu de beau
dans votre journée, soit quelque chose qui vous est arrivé, soit une discussion que vous avez eue avec quelqu'un, soit quelque chose du vivant que vous avez contemplé. Juste mettre de la conscience sur ce qui est beau dans le monde, ça vous aidera aussi à le défendre. Parfait. Merci beaucoup à tous les trois. C'était très important pour moi que vous ayez le temps de poser vos questions. Est-ce que certains ont une question à poser à nos invités ? Levez la main si c'est le cas, n'hésitez pas. On a un petit peu de temps pour vous répondre. Bonjour, moi j'ai une question pour Anne-Catherine. Vous nous avez parlé de votre engagement personnel à la maison surtout et tout ça. Vous n'avez pas parlé des shifters, je crois. Donc est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo sur ce que c'est et quel est votre rôle dans cet assaut-là ? Oui, en effet, ici, je tiens le stand de la fresque du climat et des shifters. Donc, les shifters, en fait, c'est une association bénévole qui dépend du Shift Project. Donc, l'idée, c'est surtout de transmettre les travaux qui sont faits sur la planification économique, la planification de transformation de l'économie française. Donc, en tant que shifter, on va aller faire des conférences dans des écoles, dans des universités ou auprès des territoires, des municipalités, pour sensibiliser sur les enjeux. Et que veut dire la neutralité carbone à l'horizon 2050 ? Et ensuite, on en profite pour montrer qu'il y a déjà des travaux qui sont faits donc par le Shift Project, qui sont quand même des groupes d'experts qui réfléchissent à des questions, et qu'il y a des propositions qui sont faites un peu en fonction de chaque domaine d'activité de l'économie. Est-ce qu'il y a une autre question ? On a encore un petit peu de temps, profitons-en. Vous parliez du fait que l'éco-anxiété n'est pas reconnue par l'OMS actuellement. Et je me demandais du coup, qu'est-ce que ça changerait si l'éco-anxiété était reconnue justement par l'OMS ou comme pathologie, maladie, etc. Déjà, je pense que ça changerait un truc important, c'est que tous les praticiens y soient informés et formés. Je vais vous faire une confidence qui est assez terrible et tragique. 50% de mes patients environ m'ont dit qu'ils avaient été voir un de mes confrères avant. Et comme moi, quand j'ai vu ma première patiente, le confrère leur a dit « mais je ne vois pas l'effondrement du monde par la fenêtre ». Ils ne font pas le travail que moi j'ai fait d'aller chercher l'information, puisqu'ils se réfèrent juste au référentiel déjà existant. Or, quand un patient vient les voir « je souffre d'éco-anxiété » ou « je souffre de voir le monde s'effondrer », ils les regardent avec des yeux en soucoupe et se disent « je ne connais pas cette maladie ». Vous voyez, c'est ça qui est important. C'est que les institutions doivent aussi, et je milite pour ça d'ailleurs, que les institutions, et je fais beaucoup de travaux de recherche avec Stéphane ici, je milite donc pour que ces référentiels d'éco-anxiété sortent du scope de la recherche et soient mis dans les institutions pour que les personnels de soins soient informés et formés pour pouvoir prendre en charge des personnes qui souffriraient fortement d'éco-anxiété. Je tiens à préciser aussi un point, c'est que l'éco-anxiété, elle est souvent confondue avec plein d'autres choses, mais c'est comme la fièvre, il y a plusieurs degrés d'éco-anxiété. Vous pouvez avoir 38 degrés de fièvre, d'éco-anxiété, si je dis, et 41. Et c'est pas du tout la même façon de traiter l'éco-anxiété. Moi, je m'occupe vraiment de ceux qui ont 41, c'est-à-dire les 5% de la population. Je vous avais dit que je jouerais un chiffre qui est important. Il y a en France 2,5 millions de personnes très fortement éco-anxieuses et 5% fortement éco-anxieuses. C'est gigantesque, ça fait 5 millions d'adultes. Et dans la salle ici, en tout cas ceux qui ont passé le questionnaire, c'est le même pourcentage. Ce qui est étrange parce que je m'attendais à ce qu'il y en ait plus en fait. Mais en fait, les lois des grands nombres sont toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'il y avait 10% de gens qui s'estiment très fortement éco-anxieux dans les répondants. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'un problème de santé publique si on laisse shifter le truc dans le mauvais sens. Merci beaucoup. Une question par ici. Merci. Est-ce que l'éco-anxiété est un phénomène transgénérationnel ou non ? Parce qu'on parle beaucoup d'éco-anxiété, de phénomène d'éco-anxiété chez les jeunes. J'ai quand même l'impression que c'est très transgénérationnel, mais on en parle relativement peu. Est-ce que quelqu'un veut commenter, un de vous trois veut commenter en fait Alors je relisais un chiffre avant la table ronde, une étude qui a été faite par l'UNEDIC en 2023
donc qui interroge plutôt des cadres pour le coup d'entreprise et qui montre qu'il y a 85% des personnes interrogées qui se disent préoccupées par la situation écologique et 55% angoissées. Donc je pense que c'est un phénomène qui est transgénérationnel et qui est peut-être plus visible médiatiquement à travers la figure de la jeunesse, mais effectivement. Je confirme ce qui vient d'être dit. Alors nous, on a fait une étude spécifiquement là-dessus, à l'Observatoire de l'éco-anxiété, sur 3500 Français, et on n'a pas trouvé de différence significative entre les classes d'âge. Et moi, je l'avais constaté empiriquement dans ma patientèle, j'ai autant de trentenaires que de quinquas et de vingtenaires ou de quarantenaires. Il y a une petite spécificité, c'est les retraités. Alors de là à parler d'un effet OK boomer, je ne m'avancerai pas, mais c'est les moins éco-anxieux, c'est les seuls qui se différencient des autres, voilà, en termes de classe d'âge. Merci à tous les trois. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je pense que ce sera la dernière parce qu'on aura grignoté les 5 minutes qui nous restaient. Bonjour, on n'a pas du tout parlé des réseaux sociaux et de leur effet sur l'éco-anxiété. Peut-être c'est dans mon entourage. Moi, je suis abreuvé tous les jours de publications de plus en plus horribles, tout le temps. C'est un matraquage. Je sens l'effet sur ma santé mentale. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Bon, je pense que les réseaux sociaux, le problème n'est pas que pour l'éco-anxiété, d'abord. Mais je pense que quand on ressent de l'éco-anxiété, il faut savoir se protéger, se faire du bien en mettant le téléphone de côté, se fixer des plages où absolument on ne regarde pas, voire des journées entières, voire des semaines entières, parce qu'en effet, plus on regarde, plus l'algorithme nous en montre. Donc voilà, il faut être hyper vigilant là-dessus. Ça, clairement, c'est un problème de santé mentale. À force de phagocyter de l'information négative, on déséquilibre l'homéostasie cognitive. C'est-à-dire que c'est un peu comme les plateaux d'une balance, la santé mentale positive. Vous avez d'un côté le plateau des sollicitations négatives et de l'autre côté le plateau des sollicitations positives. Or, si ça se déséquilibre trop sur le plateau des sollicitations négatives, là, vous commencez à abîmer votre santé mentale. Et donc, comme vient de le dire Anne-Catherine, il faut couper. Et ça ne veut pas dire nier, faire comme si ça n'existe pas, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. L'idée, c'est exactement se protéger en contrebalançant, et moi c'est ce que je fais faire à mes patients, par des listes de bonnes nouvelles. Et il y en a plein. Le problème, c'est que la nature humaine, elle est aimantée, ça a été calculé par les chercheurs, par les informations négatives 2,7 fois plus que les informations positives. Donc, c'est, comme le disait d'ailleurs Alain, on va peut-être terminer là-dessus, le pessimisme est de nature, on est aimanté, mais l'optimisme de volonté. Donc il faut aller chercher les informations, c'est un effort. Mais c'est comme ça que vous arriverez à rééquilibrer votre santé mentale. Et ça rejoint ce que disait Tanguy de lister une belle chose qui s'est déroulée dans notre journée pour essayer aussi de faire du bien à notre cerveau. Merci beaucoup à tous les trois pour cet échange qui aura été très enrichissant, du moins je l'espère. Et on essaiera de vous communiquer les résultats de l'étude pour ceux qui ont participé au sondage directement par mail. Voilà. Merci.